sans utiliser de couleur. Il a produit même d'élargissement de l'idée de la peinture et même de la richesse sans utiliser des éléments extérieurs. Alors, philosophiquement, ce serait bien de prendre la Terre comme un tableau, comme une idée de la peinture. Voir qu'à l'intérieur de la Terre, il y a une sorte de richesse, et cette richesse, c'est pour nous faire du bien. Il suffit d'avoir la garantie et la sécurité pour que ce ne soit pas hors contrôle, et en dehors de ça, ça peut devenir un élément très positif par rapport à notre rapport avec ICOS, c'est-à-dire écologie, l'environnement, par rapport à nous-mêmes, avec notre propre ICOS qui est notre corps, notre santé, et aussi par rapport à notre ICOS imaginaire, qui est l'idée de la créativité, l'idée d'aimer la vie et avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Béoncé de la Vépasse. Nous allons donc entamer un temps de questions-réponses, de débat déjà entre les intervenants et moi-même. Je voudrais vous poser une première question, peut-être d'abord à Monsieur Salmona et à Eline van den Broek. Vous avez mis en évidence les créations d'emplois permises par le schiste aux États-Unis. Alors, Madame van den Broek, les relocalisations, il y a eu un vrai boom du schiste aux États-Unis, et puis ensuite on a annoncé un peu des risques de faillite liés à la baisse des cours. Monsieur Salmona, vous disiez, est-ce que la situation peut durer? Pour l'instant, elle dure. Est-ce que le risque de faillite d'entreprises américaines est derrière nous? Et aussi le risque de faillite financière, puisque le système financier s'est beaucoup impliqué dans ces investissements. Est-ce qu'on peut dire que les gros risques sont derrière nous? Écoutez, l'industrie s'est adaptée, ça c'est certain. Il y a énormément le secteur pétrolier s'est contracté, et s'est contracté à très très grande vitesse. Il y a eu, alors là, il y a eu des massifs. Les Schlumberger, les Halliburton ont réduit leurs effectifs, mais dans des proportions énormes, avec la mentalité qui peut être celle de l'économie américaine quand elle se met à s'adapter aux situations. L'industrie s'est adaptée. Il y a pas mal de petits producteurs qui souffrent, mais comme on l'a expliqué tout à l'heure, une fois que les puits sont percés, il y a quand même une très grande résilience, et donc il y a toujours des productions. Alors évidemment, elle a des prix inférieurs, donc les revenus sont moindres. La question que vous posez, c'est celle à laquelle je ne suis pas complètement capable de répondre. Y a-t-il une bulle financière associée à l'industrie du schiste? J'ai dit qu'il y a eu 600 milliards d'investissements. Ces 600 milliards d'investissements, il y en a une grosse partie qui ont déjà été dépréciés. Ils ont été dépréciés dans les bilans des compagnies pétrolières, des grosses compagnies pétrolières. Ils ont été dépréciés dans les bilans des sociétés de services pétroliers. Sur les petits, c'est difficile à savoir. Donc on se dit que si la bulle avait dû éclater, elle avait le temps et donner lieu, je dirais, à une séquence économique importante, elle aurait déjà éclaté. Donc oui, il y a une secousse économique très forte sur le secteur. Clairement, énormément de gens, je pense que c'est la moitié de cette industrie qui a perdu son emploi. C'est tout à fait majeur. Est-ce qu'il y a une crise systémique en risque derrière ça, lié aux 600 milliards d'investissements qui seraient des non-valeurs? Je pense que ce risque-là, il est écarté parce que ce serait déjà testé. Je pense, j'ai pas creusé la question. Yeah, so me too. I wouldn't know the answer to whether we're, past the threat of bankruptcy. What I can say is, if I compare the U.S. and Europe sentiment-wise, I do think that the energy discussion, particularly, everything in the U.S., with Obama 1 and Obama 2 was about jobs. So any presidential candidate that promised jobs was more likely to be elected almost. I think the same thing goes now for Trump and Clinton. I think creating jobs is, to Americans, probably the primary existence of life. Economy is based on people actually being employed. Sometimes I feel when I travel back to Europe that we underestimate the enormous consequences for our job market. I do think
and I want to stress that in the discussion of natural gas, that I hope that policymakers will re-stress that point, because like I said, in a state like Pennsylvania that is, probably smaller than France, I don't know the exact geography there, but 200,000 jobs in, say 5 years is a lot of jobs. And, as people are losing their jobs, I wish that in European elections this became more of an argument. Est-ce que, malgré tout, il n'est pas trop tard? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est encore temps en Europe de se lancer dans les gaz de schiste et les pétroles de schiste, puisque cela nécessite des investissements, beaucoup d'années de recherche? Est-ce qu'il est encore temps de devenir acteur? Et j'en profiterai pour solliciter aussi Pierre Bentata, qui semblait dire que, en Europe, on ne se lancerait pas dans cette aventure. Ouais. Yes, and definitely, and that's the optimistic side, I would say. But I think that our Greek friend here basically also points out, and that goes for any political discussion, but we, Europe, are very different from the United States when it comes to putting emphasis on whatever part of the argument. Where I feel that with most Americans, the dollar sign is what rules the discussion. For us Europeans, there's all sorts of other forces where, we're much more, solidarity plays a much greater role in a lot of countries. Our feel for energy is definitely much more present, and I think that this is good. I mean, this is our culture, this is our history. We should hold on to those arguments. But yes, I mean, we're still on the good side when it comes to time. I started giving the example of the Netherlands. I think it's really good that the Dutch government has decided to start research. So there's actually researchers, which we have plenty, fortunately. There's researchers at those future sites investigating what our options are and what the risks are and what we can do and what we shouldn't do. And that in itself is already a step in the right direction, I think. So we definitely have time, and that's the good news, I think. Vous ne croyez pas à une option européenne? On en parlera lors de la deuxième table ronde, mais je voyais qu'il y avait des oppositions de point de vue entre vous deux. Non, c'est pas vraiment que je ne crois pas, c'est que, en fait, je dis quoi qu'on fasse en Europe, de toute façon, on ne peut pas se passer d'une stratégie qui soit une stratégie active vis-à-vis des voisins qu'on a. Donc, ça peut arriver, mais de toute façon, ça ne changera pas grand-chose, étant donné la position géographique qu'on a et celle des pays qui vont souffrir. Ensuite, qu'on le fasse ou pas, on sait très bien que de toute façon, c'est pas la fin de la stratégie énergétique. Donc, se lancer à fond là-dedans, je serais plutôt favorable de diversifier notre panel énergétique, mais de faire que ça, de toute façon, non, je pense que pour l'instant, on a de la chance, on freeride sur ce que font les Américains, et bon, c'est pas plus mal. Je pense que je vais venir un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure d'une manière plus simple, qu'on a besoin de changer notre manière de voir les choses. Vraiment, on a besoin de changer. Parce que si on reste sur le vieux principe, donc on aura toujours une sorte de culpabilité par rapport à la richesse. On aura toujours une sorte de... l'élément de la pauvreté au sens presque catholique du terme, au sens un peu religieux, moral du terme, ce serait toujours, même inconsciemment, notre guide. Il faut aller plus loin que cette idée de la pauvreté philosophique, de la pauvreté comme un concept philosophique que nous avons en tête. Il faut comprendre que l'idée de la richesse n'est pas forcément diabolique, que l'argent, ce n'est pas forcément l'idolâtrie, que si on fait une utilisation toujours par rapport à l'espace, à l'environnement de l'homme et de son environnement, ce serait toujours intéressant aussi par rapport à l'idée de l'innovation. À un moment aujourd'hui où l'Europe cherche ses pas par rapport aux États-Unis, par rapport aux BRIC, disons, c'est-à-dire aux pays émergents, et donc l'Europe cherche encore à trouver son identité, a besoin d'un esprit plus compétitif, moins, si vous voulez, rétro, beaucoup plus avant-garde, beaucoup plus une véritable recherche vers l'avant, ne pas une fuite vers l'avant.
une recherche vers l'avant pour être à la fois compétitive, concurrente et pour pouvoir être vraiment en première ligne avec les autres partenaires. Issa Mola, vous vouliez réagir? Can I react real quick? What I wanted to say is what I find really surprising when it comes to the environment, and that's basically reacting to what you're saying, is if you care so much about the environment, why would that environment be exclusive to the geographic border of Europe? And that's something that I do not understand in this discussion and argument sometimes from people, because I care about the environment, and as a good Dutch campaign, we have this saying in Dutch saying, good environment starts with yourself. And that's very true, but the US environment is also my environment. The environment in the Middle East is also my environment. So I would say, and again, I stress this question that I have, why is it okay to import gas, natural gas, and is it not okay to produce it at our own soil? Peut-être que Thierry Salmona aura aussi son point de vue. Beaucoup. D'abord, l'idée sur laquelle on pourrait rencontrer un consensus assez simple, c'est d'abord l'idée de savoir. L'idée de savoir s'il y a une date ou s'il n'y en a pas, savoir si on peut l'exploiter, évaluer le potentiel européen. Je n'arrive pas à comprendre les arguments qu'on pourrait avancer contre. Le fait de dire, mais si on savait, si on en trouvait, on aurait envie d'exploiter, et ça c'est pas bon pour l'environnement, je trouve que c'est un argument de gribouille. Parce que si on s'installe dans une situation où nos collègues payent de l'énergie beaucoup moins cher que nous, on sera durablement dans une situation de non-compétitivité. Ayons des ordres de grandeur, je vous dis la facture pétrolière à 70 millions coupée en deux, le choc de compétitivité c'était 6 milliards, 70 milliards pour la facture pétrolière coupée en deux, le choc de compétitivité, on a l'impression que c'est un cadeau incroyable de l'entreprise, c'était 6 milliards. Il faut quand même avoir quelques ordres de grandeur en tête, donc on voit ce que ça peut faire sur la compétitivité d'un pays. Et donc là, on est un peu dans la situation, vous vous souvenez, en 1974, l'agence française nouvellement créée pour les économies d'énergie, elle a lancé le slogan, en France on n'a pas de pétrole, on a des idées, et il ne faudrait pas arriver au slogan inverse, parce que peut-être qu'on a du pétrole, on s'interdit d'avoir des idées. Sur cette question de l'environnement, alors la France est un pays qui a inscrit le principe de précaution dans sa constitution, ce qui a énormément marqué les esprits. Malgré tout, les préoccupations écologiques sont prises en compte aussi par l'industrie du schiste. Où est-ce qu'on en est des améliorations de techniques d'extraction, de production? Où est-ce qu'on en est des études qui font aussi le point sur les émissions de gaz à effet de serre? Et ça va être très difficile de rentrer dans ce débat-là sans être partisan. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne voit pas dans l'extraction des gaz de schiste de risques qui ne soient pas contrôlables par des mesures réglementaires du type de celles qu'on a prises sur d'autres industries. On a fait un programme nucléaire en France, on a fait un certain nombre de choses, on a fait des barrages, on a fait des choses extrêmement dangereuses, on a fait des usines chimiques qui présentent de grands risques, et on les a contrôlés avec un arsenal réglementaire qui s'est montré à la hauteur, et avec une administration de l'environnement qui s'est montrée à la hauteur. Je ne crois pas qu'il y ait un risque d'une nature différente quand il s'agit des gaz de schiste. Et le dernier point, c'est qu'au fond, tous autant qu'on est, on se pose la question de savoir pourquoi ils ne veulent pas, et au fond, c'est cette question-là qu'il faut se poser plus encore que de se demander si c'est dangereux, c'est de se demander pourquoi on ne peut pas travailler sur l'acceptabilité sociale. Et on aurait un groupe de gens, j'ai eu ce débat là avec Jean-Louis Chilansky plusieurs fois, on aurait un groupe de gens qui se focaliseraient sur ce point, de se dire mais pourquoi, quels sont les ingrédients, quelles sont les mesures qu'il faut prendre, quels sont les travaux qu'il faut mener, quelles sont les actions qu'il faut entreprendre pour que simplement l'évaluation de nos ressources devienne quelque chose d'acceptable socialement par les Français. Je pense que ça c'est un travail qui est un travail énorme, aussi complexe que la recherche géologique, et peut-être aussi coûteux, mais qu'il faut entreprendre. Un peu provocatrice, en rebondissant sur les propos de Pierre Bentata. Pierre Bentata dit, bon, au fond, l'Europe surfe sur cette vague-là, vous l'avez dit vous-même, des 600 milliards d'investissements qui profitent par ricochet à l'Europe.
Pourquoi ne pas s'en tenir là, au fond? Il n'y a pas de freerider, enfin, moi je ne crois pas au freerider. Le freerider paye toujours une facture. Voilà. Le gars qui vous propose l'éternelle jeunesse pour une signature, il vient un jour vous présenter la facture. Je ne crois pas qu'il y ait dans l'histoire d'exemple de freerider qui ait été free pour très longtemps. C'est ma conviction, mais là je pense qu'on peut se faire. I would like to add, and I think I've already made this point, but so I went through the French history of this legislation and the precautionary principle, but France is also part of the European Union, and thus also part of the TTIP negotiations. So how in Brussels can we sign a treaty, or almost sign a treaty, at least formulate the text of a treaty, and we'll get there. But the exact text of the energy chapter is so far away from that precautionary principle and commitments to climate that we've made not even a year ago. So I can't really explain that. I wish somebody else could. J'ai une dernière question avant de vous passer la parole, à vous les auditeurs, sur la question des réserves de pétrole conventionnelles. Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, disait que, à force de repousser certains investissements, les pétroliers aujourd'hui repoussent les investissements parce que le cours baisse, ce qui va impacter les ressources disponibles dans 5-10 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une position orientée d'un pétrolier conventionnel? Est-ce que c'est une réalité? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter l'écueil si c'est une réalité? Je ne sais pas qui veut s'exprimer. Je ne veux pas monopoliser, je suis sûr que vous avez d'excellentes réponses, mais en très gros, je crois l'avoir montré. Quand le prix est à 60 est inférieur à 60